Il faut avoir vu les centaines, les milliers d'Algériens venus écouter en plein air ou dans des salles la poésie de Kateb Yassine pour imaginer le vide laissé par la mort il y a 7 ans de ce grand poète. Il faut dire que de l'autre côté de la Méditerranée, on va écouter la poésie comme on va chez nous au cinéma ou au théâtre. Et la disparition de ce poète rare, de cet auteur doux et visionnaire, a donc privé le Maghreb d'une voix unique, celle d'un homme qui se voulait écrivain public et qui, d'une errance à l'autre, n'a cessé de nourrir sa poésie à la réalité du monde. Poète de la liberté, fût-elle gênante, et surtout si elle était gênante, Kateb Yassine est un grand esprit de ce siècle. Vous allez le découvrir maintenant dans le portrait qu'en trace Joseph Lecoq. C'est le 80e de cette collection. Attention, quand on est petit, on est très sensible. J'ai vu un brin d'herbe, puis un caillou, puis la rivière, et j'ai commencé à suivre ça. Hein, du brin d'herbe au caillou à la rivière, et ça a commencé. Je me suis perdu, j'ai fait des kilomètres, comme ça. Hein. Et puis, en plus, je sais pas, c'était par beau temps, il y avait le... C'était vraiment la fête de la nature, c'était la fête partout. Les insectes, les libellules, les papillons, les abeilles, je sais pas, la rivière, tout ça, ça m'a complètement, ça m'a esquinté. Franchement, à partir de là, j'étais vraiment, rien à faire. Ce jour-là, je suis devenu poète. Alors, je pouvais plus m'arracher à la rivière. C'était plus qu'une femme pour moi, c'était plus que ma mère, ma soeur, ma femme, tout ce que tu veux, c'était 3 fois ça et 10 fois plus que ça. C'est terrible. Et ça, jamais j'oublierai ça. C'est ce jour-là que je me suis senti poète. Bonjour ma vie, et vous mes désespoirs. Me revoici au fossé où naquit ma misère. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour mes vieux copains. Je vous reviens avec ma gueule de paladin solitaire, et je sais que ce soir monteront des chants infernaux. Voici le coin de boue où dormait mon front fier, au hurlement des vents, par les cris de décembre. Voici ma vie à moi, rassemblée en poussière. C'est le 1er novembre 1989, date chargée d'un lourd symbole que Kateb Yassine fut enterré à Alger. Ce jour-là, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont venues s'entretenir avec le poète. Et certains dans le cortège étaient là, sans doute, comme ce passant croisé un jour dans la rue, et qui l'interpella pour lui dire « C'est toi l'auteur de Nejma ?» Eh bien, c'est moi qui aurais dû l'écrire. Né à Constantine en 1929, poète, romancier et dramaturge, Kateb Yassine est l'un des écrivains maghrébins les plus célèbres, considéré par ces derniers comme le plus brillant et le plus grand. Soliloque, Nejma, le cercle des représailles, le polygone étoilé, l'homme aux sandales de caoutchouc, l'œuvre en fragments, sont une seule et même œuvre, toujours en gestation, inaccessible dans sa chronologie. Les étapes de la construction de ce lent poème se mêlent les unes aux autres. Les dates de publication se brouillent, n'apportant que des indications approximatives. Moi, j'ai eu une enfance très heureuse parce que j'ai eu une mère et un père très sensibles, qui aimaient la poésie, la musique, bref, j'étais comme un poisson dans l'eau. Enfin, quand je me rappelle, jusqu'à 6, 7 ans, 8 ans, c'était le bonheur absolu. Au début, j'ai été à l'école coranique. Par la suite, bon, on a changé de patelin. Et là, bon, mon père m'a dit, ben écoute, maintenant c'est les Français qui sont les plus forts, hein, il faut que tu arrives à faire tes études en français. Bon, ben d'accord, j'ai été à l'école française. Et alors là, à l'école française, c'est terrible, j'ai trouvé quand même mieux.
mieux que ce qu'il y avait à l'école coranique. Et en particulier l'institutrice, de laquelle je suis tombé amoureux, terriblement amoureux. Une jeune fille terrible, très émouvante. C'est bien simple, si elle me donnait un devoir, je faisais tout le livre. Tout le livre d'arithmétique, mais alors vraiment, je faisais tout le livre. Et puis, à un moment donné, il fallait aller au lycée. Quand on nous enseignait l'histoire, justement, on arrivait à des points où je voyais bien que c'était menteur, leur truc. Hein? C'était clair, ce qu'ils nous enseignaient, c'était des mensonges. Hein? Parce qu'ils s'ingéniaient à nous faire croire qu'on était français. Ils nous enseignaient donc l'histoire de France. Hein? Bon. Et nous, on sentait bien que c'était faux, puisque les Français se comportaient avec nous d'une manière telle qu'ils nous faisaient sentir qu'on n'était pas français. Mais au fond, j'étais plutôt malheureux ici. J'étais malheureux d'avoir quitté mes camarades d'enfance du village. C'était presque comme la prison, c'était presque une préface à la prison que j'ai connue après. Et ça allait mal même avec les professeurs. En histoire, par exemple, je me souviens finalement, il y avait seulement certaines choses qui m'intéressaient, comme la Révolution française, par exemple, en histoire. Ça m'intéressait trop, même au gré du professeur. Mais pour le reste, je commençais à décrocher complètement des études. Le 8 mai 1945, jour commémorant la libération de la France de l'occupation allemande, les mouvements nationalistes algériens ont appelé le peuple à manifester pour l'indépendance. Il y a eu les cloches qui ont sonné, et puis on est venu nous dire, voilà, c'est la victoire contre les nazis, vous êtes libres, vous pouvez sortir. J'étais interne à ce temps-là. Bon, moi, je suis sorti à 10h du matin, comme tout le monde. Et c'était plein d'Européens. Et dans ces Européens-là, il y avait surtout des officiers, des types qui étaient horrifiés de ce qui venait se passer, qui avaient peur, qui criaient la reine contre les Arabes. Comment ils ont fait ça? Il faut les tuer, il faut les exterminer tous. Enfin, c'était vraiment... Moi, je me trouve là-dedans. J'ai vu une petite fille de 10 ans écrasée devant moi, rien que par le recul de la foule quand il y a eu le coup de feu. Quand par hasard, moi j'aime les livres, bien sûr, je me suis réfugié dans une librairie. Bon, qu'est-ce que je vois là? Le libraire qui baignait dans une mare de sang, c'était un libraire qui fumait des cigares, je me rappelle, M. Mesquida, et il baignait dans une mare de sang. Merde. Moi, c'était quand même jeune, c'était des spectacles auxquels je n'étais pas habitué. Indépendance de l'Algérie, écrit l'Akhdar, au couteau sur les pupitres. L'Allemagne a capitulé. Les cloches, cérémonie officielle, monument en moi. Assez de promesses. 1870, 1918, 1945. Aujourd'hui, 8 mai. Est-ce vraiment la victoire? Après la manifestation, je retourne au village. Les camarades européens, dont un Corse qui m'attendait, aussi un Italien, d'autres Européens qui m'attendaient à l'arrivée du car. Moi, naïvement, je leur ai dit, hey, ça y est, on a fait la révolution avec des bâtons, on a tué l'armée, parce que j'ai exagéré tout ça. Mais c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, parce que le 13 mai, enfin, bon, il y a des flics qui viennent et ils m'arrêtent. Au fond, j'ai découvert le peuple en prison. Puisque jusque-là, bon, dans la rue, je le voyais de loin, mais je ne pouvais pas dire que je savais ce que c'était que le peuple. Mais en prison, il nous arrivait parfois d'être jusqu'à 19 dans la même cellule, et puis on fusillait tout près de la prison. Dans des moments pareils, lorsqu'on a la mort tout près de soi, et lorsqu'on peut mourir à chaque moment, ça rapproche beaucoup les gens, et on se parle. On se dit des choses qu'on ne se serait jamais dites. Et à ce moment-là, j'ai compris que la véritable richesse était dans ce peuple, l'analphabète, ces gens qui étaient là, qui avaient été raflés comme moi. Et ce qu'ils me disaient m'a bouleversé, m'a complètement métamorphosé, si bien que je suis sorti de prison, décidé à consacrer le reste de ma vie à ces hommes que je venais de découvrir, et dont j'avais découvert la richesse intérieure, parce que tout ce que j'avais lu dans les livres à ce moment-là m'a semblé stupide. C'était extraordinaire de découvrir ce peuple. J'ai tracé sur le sable un plan de manifestation future.
Qu'on me donne cette rivière et je me battrai. Je me battrai avec du sable et de l'eau fraîche, du sable chaud. Je me battrai. J'étais décidé. Je voyais donc loin, très loin. Je voyais un paysan arc-bouté, comme une catapulte. Il me fit signe qu'il était en guerre avec son estomac. Moi, j'étais étudiant. Je divertissais le paysan. Je voulais qu'il oublie sa faim. Je faisais le fou. Je bombardais la lune dans la rivière. Les événements de 45 se sont passés à Sétif et à Galma. Et la famille de ma mère était à Galma. Or, la famille de ma mère, ça a été beaucoup plus sévère. Alors là, c'est terrible. Ils ont tué, par exemple, un oncle avec sa femme enceinte. Et bon, alors ça a été un massacre terrible. Alors là, ma mère a perdu la raison. Ça a chaviré. Vraiment. Ma mère, c'était... Je sais pas, moi, tu peux passer 48 heures sur 48 avec elle, tu t'ennuies pas. Parce qu'elle est... Elle est vraiment géniale, vraiment, vraiment, minute par minute, seconde par seconde, elle n'est que géniale. Tu comprends? Elle te fait pleurer, rire tout le temps. Elle est, hein? Après, tu la vois sombrer dans la folie. La folie, tu comprends? Tu sais comment la folie de ma mère, comment elle se manifestait? C'est-à-dire qu'elle allumait le feu, hein? Elle allumait le feu, et elle se jetait dedans. Ses pieds, ses mains, sa tête, ses bras, elle était toujours brûlée. Éternellement brûlée. Je n'avais pas compris en ce temps-là, j'étais trop jeune pour comprendre ce qui s'était passé. Enfin, mon père, il a vu que ça allait mal. D'ailleurs, je m'enfermais dans ma chambre, je fermais les volets, je lisais Baudelaire ou, je sais pas, mais ça tournait mal. Alors mon père, il m'a dit, écoute, il faut que tu changes d'air, il faut que tu partes. Ben, on a des cousins à Annaba, c'est-à-dire à Bonn, quoi. Bon, il m'a envoyé là-bas. Je suis parti, et chez ces cousins-là, putain, merde, alors la cousine qui m'ouvre la porte, je me rappelle très bien, elle m'a ouvert la porte, il était à peu près midi. Il m'a ouvert la porte, mon vieux, ça a été un coup de foudre. Ça a été vraiment un coup de foudre quand elle m'a ouvert la porte. Bon, et alors, et au bout de quelque temps, j'ai fait le compte de ma situation, je me suis dit, merde, où je suis là? Et cette cousine, elle était mariée. Et oui, elle était mariée. En plus, elle était plus âgée que moi. Moi, je n'avais que 16 ans. Elle en avait 26. C'était donc impossible. D'abord parce qu'elle est plus âgée que moi. D'abord, autrement dit, parce qu'elle est mariée, etc., etc. Et puis enfin, bref, il fallait rompre. Pourquoi tu as écrit sur elle? Hein? Pourquoi tu as écrit sur elle? Comment? Tu as écrit sur elle? Ben, j'ai écrit sur elle parce que c'était la seule femme que je pouvais aimer. Je l'aime toujours, d'ailleurs. Il m'est impossible d'aimer une autre femme. C'est impossible, parce que l'amour, c'est... Parce que l'amour, c'est pas seulement... enfin, les rapports directs. C'est des choses très, très difficiles à démêler. Pour dire... si tu sens que tu aimes une femme, vraiment. Parce que ça peut arriver, des fois qu'on se trompe. On croit qu'on aime une femme. Ça peut arriver aussi. Ça peut arriver jusqu'à un certain point, à un certain stade. Mais ce qu'on appelle l'amour fou, quoi. C'est-à-dire quand vraiment tu sens que tu aimes une femme d'une manière telle que, enfin, que vraiment ça te chavire, que ça te... Hein, ça se passe pas deux fois. Ça, c'est impossible, parce que ça peut pas arriver deux fois. Tu le sens, merde, tu le sens. Tu le sens, tu peux pas le dire, mais enfin, tu le sens. Et elle aussi, elle le sent. Enfin, peut-être à sa manière, mais c'est une autre affaire. Enfin, moi, je l'ai senti, en tout cas. Oui, bon. Oui. Bon, mais il y a aussi l'Algérie. Parce que le plus beau, c'est que quand j'étais amoureux de cette femme-là, je me suis rendu compte qu'un de mes meilleurs camarades était aussi amoureux d'elle. Voilà. C'est peut-être ça qui m'a délivré, justement. C'est ça qui m'a fait penser à l'Algérie après. Il y a eu des associations après. On peut appeler ça aussi des compensations pour les psychiatres. Je les plains, ceux qui voient les choses comme ça. C'est ça l'Algérie, au fond. C'est l'histoire d'une terrible frustration qui transcende, qui transmue cet amour impossible, qui le transcende et qui le porte vers la révolution, par exemple. À présent que Nedjman n'ignore plus Keblout, à présent que la terre l'a rendu à ses origines,
J'ai besoin dans ses bras de redresser ma tête. J'ai besoin de Nejma pour nouer mes racines. Et comme un arbre en mal d'amour, j'ai besoin d'une fleur pour lancer mes grenades. Ça a donné, je crois, pour le peuple algérien, un frisson. Quelque chose que tout le monde a ressenti. Nejma, en d'autres termes. Nejma, c'est l'Algérie. Son image est restée vivante. J'ai énoncé les hommes, les prolétaires, les ménagères, Nejma, la mort, le crâne, la vie, le sang, les esclaves, la liberté, l'amour, la nuit, le corps, le vent, la solitude, le froid, l'éternité, le feu, désert, terre, les amis, l'avion, la lune, le compas, le ciel, l'art, la faim, la colère, la chance, l'époux, les armes, le courage, la grève, l'âme, les cheveux, les barbares, les genoux, l'espoir, le cou, la lance, le vin, les yeux, la foi, la simplicité, les rêves, le laboureur, poésie, réalité. Un siècle passera et tu seras un Nejma, l'étoile d'un charnier, les hommes qui te verront briller et disparaître. Tu les verras mourir et perdre la raison, comme tu m'as tué, comme tu as perdu ma tête.